Il est 9h10, et bien c'est l'heure du débat du jour. Louis Dauphren, bonjour Louis, rebonjour. Bonjour, oui, rebonjour Pierre Hugues. On vous retrouve lundi matin. Lundi matin. Non, lundi matin, c'est ah lundi oui, Pentecôte. c'est férié. Ah bah oui, mardi. Vous avez relâche. Mardi avec l'esprit. Exactement. Vous serez, j'imagine, sublimé, stimulé, et on en a bien besoin. Merci Pierre Hugues. C'est agréable. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Qui nous emmène jusqu'à 10h, comme chaque matin, avec deux adresses, direct@rcf.fr, direct@radionotre-dame.com, pour pouvoir participer à ce débat et poser vos questions. On va parler du pape Léon XIV. Que peut-il dire à Javier Milei, le président argentin, qui vient le rencontrer au Vatican, en tournée européenne pour le président argentin. Aux Pays-Bas, c'est Geert Wilders qui fait tomber la coalition. Qu'est-ce que cela signifie dans le contexte tendu en Europe ? Puis on parlera aussi de ce 6 juin 1944 où les Alliés ont débarqué sur les plages de Normandie. Que reste-t-il de la passion des Français pour la Seconde Guerre mondiale qui continue en réalité ? Et puis la justice post-PSG, des peines minimales, c'est une question à se poser face à la violence et au bilan en demi-teinte des autorités sur cette question des violences post-match. Jean-François Coulon-Desarts est journaliste habitué de notre antenne. Bonjour Jean-François. Bonjour à tous. Et Jean-Benoît Poul également, que l'on retrouve avec plaisir, qui est agrégé d'histoire, spécialiste de l'actualité de l'Église, qui collabore au Grand Continent. Bonjour Jean-Benoît. Bonjour Louis. On va commencer avec Javier Milei, qui va aller en Europe, mais aussi en Israël. Il va faire une tournée européenne, donc on va commencer par ça. Javier Milei, président argentin, dont on sait qu'avec sa tronçonneuse, il voulait réformer, il veut réformer. Il y est parvenu dans une certaine mesure en Argentine. Et il va donc rencontrer le pape Léon XIV, lui-même qui connaît bien l'Amérique du Sud, puisqu'il a la nationalité péruvienne, qu'il a fait d'ailleurs renouveler il n'y a pas si longtemps que ça. La rencontre a lieu demain au Vatican. On sait que Léon XIV a succédé au pape François, qui était lui-même argentin. Que peuvent-ils se dire ? Et surtout, qu'est-ce que le pape Léon XIV, au regard de ce qu'il a déjà dit par ailleurs, peut dire à Javier Milei, Jean-Benoît ? Je pense que le pape, en fait, va sans doute, faire bon accueil à Javier Milei et placer sans doute ses relations sous le signe de l'apaisement. Un apaisement qui avait déjà commencé à la fin du pontificat de François, où en fait tout le monde s'était dit ça va être le choc des titans entre un président ultralibéral et un pape qui fustigeait le capitalisme sauvage. En fait, je crois que Milei avait mis beaucoup d'eau dans son vin argentin. Il avait fait une campagne tonitruante, ultralibérale, etc., en disant en fustigeant les positions du pape. Et finalement, après son élection, il a adouci le ton et le pape François lui-même, qui pouvait avoir la dent assez dure contre certains dirigeants, avait finalement accepté de le rencontrer en 2024. Et je crois que ça ne s'était pas trop mal passé pour deux dirigeants, sachant aussi que le pape François avait eu des relations notoirement plus difficiles avec les deux prédécesseurs de Milei, donc à la fois le président Macri, qui était de la droite classique, mais c'était pas pour autant la tasse de thé, plutôt la tasse de maté, puisqu'on est en Argentine, oui. du pape François. Et avant, donc c'était la présidente Kirchner, d'une dynastie vraiment péroniste. Alors on pourrait dire pourtant le péronisme, c'est le courant idéologique du pape François, c'est un peu, pour le dire très vite, un populisme de gauche, etc. C'est faire jouer le lien entre le chef et la base contre les élites. Et à certains côtés, c'est un peu ce qu'a fait le pape François dans l'Église. Et pourtant, entre les Kirchner, parce que en fait c'est un couple présidentiel, il y a eu d'abord Nestor, puis Cristina, sa femme, ils sont un peu plus ou moins succédés à la présidence, et ça n'a pas du tout marché avec Bergoglio, celui qui était à l'époque le cardinal Bergoglio, puis le pape François, qui était vu en fait comme un des premiers opposants, notamment à propos du mariage gay, les choses. Ça a été le pape François et le cardinal Bergoglio étaient perçus comme quelqu'un de très politique en Argentine. C'était quelqu'un de... Donc là, je pense qu'entre Léon XIV et Milei, oui, on est plutôt, je pense qu'ils ont tous les deux intérêt à l'apaisement. Jean-François Coulon-Desarts. Oui, je crois que Jean-Benoît a bien tracé le cadre et a tout dit. Oui, le pape François en Argentine était considéré comme un opposant politique, mais le pape François, en tout cas le cardinal Bergoglio, faisait de la politique en Argentine. Et il en a fait aussi, ô combien, au Vatican. Ça devrait quand même, je suis tout à fait d'accord avec vous, Jean-Benoît, ça devrait quand même beaucoup mieux se passer entre personnes, on va dire, plus civilisées. Et pourquoi ça se passerait mieux ? Parce que... qu'est-ce qui se... Pardon de l'expression, mais ils se sont quand même agonis, non pas d'insultes, mais les mots ont été très durs.
Milley, pendant sa campagne, l'a traité de tous les noms. Le pape, méfiez-vous des gens messianiques. Ça a été assez terrible. Alors après, ils se sont vus, ça a un petit peu amélioré la chose, mais je pense que c'est la nationalité qui les a aidés à apaiser un peu tout ça. Et le pape Léon XIV n'est pas du tout dans le même moule que le pape François. Je veux dire, donc il procède différemment. Il est beaucoup plus rond. Il faut pas oublier que le pape François était quand même, parce que maintenant les langues se délient un peu au Vatican. On le savait certes, mais maintenant les gens parlent. C'était quelqu'un d'extrêmement autoritaire. Ce que n'est pas du tout le pape Léon XIV. C'est beaucoup plus en rondeur, beaucoup plus en douceur. Il poursuit lui aussi ses objectifs. Hein. Il va pas se mettre à genoux, mais c'est beaucoup plus soft. Mais est-ce que la méthode justement peut faire un petit peu illusion? C'est-à-dire, si le pape François a pu se montrer cassant et autoritaire, le pape Léon XIV peut se montrer peut-être plus dur d'une autre façon. Mais c'est ce que je viens de vous dire. Peut-être différentes. Tout à fait ce que je viens de dire. Mais la méthode, la forme sera différente. Sur le fond, il y aura pas beaucoup de changements. Je ne crois pas. Mais la forme sera différente. Or, vous savez que dans cette grande comédie, cette grande commedia dell'arte qu'est le monde, le fond c'est 20%, la forme 80%. Et vous le savez, puisque vous connaissez bien les médias, Jean-François. Je le crains. Je le crains. Jean-Benoît Poul. Oui, paradoxe peut-être un peu amusant. C'est un peu un chassé-croisé. Alors, je m'explique. Le pape Léon XIV est donc un Américain, mais qui connaît très très bien les réalités latino-américaines. Hein. Il a passé près de la moitié de sa vie au Pérou. Alors, bon, vu de France, tout ça, c'est l'Amérique du Sud. Mais il a toujours sa nationalité américaine ou pas? Oui. Donc il a double nationalité, hein, ça je savais pas, oui. Même triple s'il y a la nationalité vaticane. Bien sûr, oui. Voilà. En fait, bon, vu de France, pour le dire très très vite, le Pérou, l'Argentine, ça se ressemble. Bon, il y a quand même des différences. Je crois qu'il est déjà allé en Argentine. Et ce qui est amusant aussi, c'est que donc en tant que Nord-américain, il vient de Chicago. Alors c'est un Chicago populaire, plutôt pauvre, etc., en faveur des démunis. Et les réformes de l'école de Chicago, c'est-à-dire les réformes libérales, hein, monétaristes, Milton Friedman, etc., c'est la potion magique qu'applique Javier Milei à l'Argentine. C'est quelqu'un, bon, entre ultra-libéral et libertarien, oui, mais finalement c'est quelqu'un... Ça fonctionne un peu, hein. Oui, en partie, oui, effectivement. Bon, tout le monde disait c'est le Trump argentin. Alors au moment de sa campagne, oui, hein, avec sa tronçonneuse, etc. Mais finalement, je pense que c'est quelqu'un de plus d'assez disruptif, hein, pour prendre un mot que je n'aime pas, mais de plus classique qu'un Donald Trump, par exemple. Il est quand même, en un sens, beaucoup plus rationnel et plus prévisible que Donald Trump, c'est-à-dire que c'est un libéral ou ultra-libéral moins exalté classique, que Donald Trump, on va dire. Voilà, qui applique des recettes. Alors ça, c'est un débat d'économistes, en fait. Est-ce que le libéralisme à outrance est bon pour la société? Est-ce que c'est bon pour l'Argentine? C'est surtout une question, je pense, de culture politique qu'il faut changer, parce que le péronisme a eu des réussites, mais peut-être pas des grosses réussites économiques. Hein, mais est-ce que c'est l'occasion pour le pape François, le pape Léon XIV, dénoncer un point de vue économique, puisqu'on ne l'a pas encore entendu sur ce terrain? Dans la lignée, je pense... La tyrannie de l'argent du pape François, on l'a beaucoup entendu là-dessus. Oui, c'est vrai. Je pense que ce n'est pas là où les différences entre François et Léon XIV sont les plus profondes. Je pense qu'il va exprimer, voilà, mezzo voce, sur un mode un peu modéré, les mêmes principes, voilà, le souci... il s'appelle Léon, hein, c'est le pape de la suite de Léon XIII, de la suite de la doctrine sociale de l'Église. Donc je pense qu'il va revenir un peu à du classique, oui, du mais face à Jean-Paul II, Milei, c'est quand même autre chose comme considération, la doctrine sociale de l'Église. Oui, mais Javier Milei risque d'être moins en opposition avec le pape Léon XIV qu'il était avec le pape François. Justement, il y a un changement de forme, il y a un changement de nature, et qui peut impressionner Javier Milei, qui est catholique aussi. Donc ça peut au contraire. Je pense que la rencontre entre les deux risque d'être extrêmement productive. Il y a une question économique qui se pose pour les Argentins et pour Javier Milei, qui annonce un plan. Alors là, on se décale un petit peu par rapport à Léon XIV, qui n'aura pas forcément d'avis sur le sujet. Le gouvernement argentin annonce un plan pour sortir les dollars dessous le matelas, parce que figurez-vous que les Argentins ayant été vaccinés, si on peut dire, contre le système bancaire, ils détiennent quelques 200 milliards de dollars non déclarés, soit 5 fois les réserves brutes de la banque centrale du pays. Et ça, c'est sous le matelas parce qu'ils ne veulent pas déposer leur argent à la banque après des décennies d'inflation galopante, malgré l'inflation, pourrait-on dire, c'est-à-dire parce que leurs dépôts sont des dépôts en liquide, en fait, chez eux. Eh bien, ils préfèrent cela plutôt que de déposer l'argent
à la banque. Quand est-ce qu'on dépose son argent à la banque? Quand il y a un sentiment de confiance, quand on a confiance. Exactement, ils n'ont pas confiance dans le système bancaire. Ils n'avaient pas confiance dans les bancaires, on les comprend. Donc tout l'enjeu de Milei, c'est de ramener cette confiance. Si vous ramenez la confiance au quotidien, l'argent reprendra le chemin des banques. Mais vous avez des gens qui disent, je cite quelqu'un, un avocat, qui dit « Mettre mes économies à la banque, même pas en rêve ». On n'oublie pas le corralito, c'est-à-dire la faillite du système bancaire en 2001, quand les gens avaient placé des dollars et qu'on leur a rendu des pesos dévalués. Voilà. Oui. Ça laisse des traces. C'est un enjeu économique quand même très important. C'est une question de confiance. Oui. Maintenant, je ne sais pas si l'Église a une parole là-dessus. En tout cas, on avait entendu le cardinal Bergoglio en 2000, après donc la faillite de 2001, qui est archevêque donc de Buenos Aires, et c'est là vraiment qu'il a pris des positions très fortes sur les sujets sociaux, parce que l'Argentine avait vécu une crise socio-économique, enfin économique aux conséquences sociales. Le pays était en faillite, quoi. Donc c'était le stade au-delà de la Grèce, quoi. Donc ça a fait évidemment des foules qui faisaient la queue pour les soupes populaires. Enfin, c'est un pays ravagé en fait à la fois par la mauvaise gestion de tout de même de tout le monde, des péronistes, de la gauche, de la droite, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Vous parlez de la France, là? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pays en dessous mais l'Argentine pourrait en faire partie. Et en fait, ce qu'essaye de faire Milei, c'est quand même une position assez brutale, mais c'est vraiment un changement de culture politique et économique en Argentine. Et c'est dur parce que l'Argentine depuis 2001, on le dit, n'avait pas vraiment remonté la pente, quoi. Elle essayait toujours des positions, mais c'était compliqué. D'où une certaine instabilité, d'où une certaine, je crois, violence aussi de la culture politique là-bas. C'est pas un pays, c'est pas la Suisse, quoi. C'est pas la culture du consensus. Tout le monde se discute. Les oppositions politiques sont assez violentes, quoi. Restaurer la confiance, faire revenir l'argent dans le circuit économique. Il y a aussi le fait que beaucoup d'Argentins ont leur fortune aux États-Unis, ou en Suisse, ou à Monaco. Exactement. Et donc ça, c'est évidemment une question de confiance dans le système. On va passer à un autre sujet. Jean-François Coulon-Desarts et Jean-Benoît Poul. La Maison-Blanche qui a apporté un soutien tacite au dirigeant Geert Wilders après la chute du gouvernement néerlandais, qui estime que les Pays-Bas donc faisaient face à de graves menaces en raison de l'immigration. C'est ce que dit Geert Wilders. Et comme il avait dans ses mains la possibilité donc de faire chuter le gouvernement, il ne s'en est pas privé. Gouvernement néerlandais qui donc a chuté après son retrait d'une coalition fragile sur fond de désaccords sur ces questions migratoires. Alors cela ouvre la voie à de nouvelles élections. Le soutien de la Maison-Blanche fait penser à d'autres soutiens que le gouvernement américain a pu apporter à certaines figures en Europe. Alors certains diront ingérence, influence, prise de position. Je ne sais pas comment vous voyez les choses d'ailleurs. Et puis comment vous analysez en fait ce retrait de Geert Wilders et la chute du gouvernement néerlandais. Jean-Benoît Poul, Jean-François Coulon-Desarts. Jean-François. Geert Wilders, il avait été élu sur un plan migratoire absolument radical, composé de 52 mesures. Et c'était une de ses sbires qui s'appelle Marjolijn Faber, qui était ministre de l'Asile et de la Migration, qui devait porter ces 52 mesures sur l'immigration. Et c'était une espèce de pacte de coalition. Elle a réussi à en faire adopter aucune. Parce que elle sait pas bien s'y prendre, cette dame. Elle n'a pas la culture du compromis. Le travail collectif, c'est visiblement pas sa tasse de thé. Bref, Geert Wilders a dit je m'en vais et je vais tomber le gouvernement. Alors c'est amusant parce que dans 3 semaines il y a un sommet de l'OTAN où Trump est attendu, je crois d'ailleurs. C'est cette chute du gouvernement finalement illustre bien où en sont les Pays-Bas. C'est un pays qui prend l'eau, quoi. C'est un pays même sous l'eau. L'immigration, n'en parlons pas, c'est devenu ce qui est peut-être ce qu'il y a de pire en Europe. Donc maintenant, ils vont servir de majordome, si vous voulez, aux gens qui viendront au sommet de l'OTAN, quoi. Je veux dire, c'est le pauvre Pays-Bas, quoi. Regardez ce qui est devenu Amsterdam. C'est pas une ville pour les familles. Il y a plus que des bobos et des touristes. Regardez ce qui est devenu. C'est assez triste ce qui se passe aux Pays-Bas. Alors ce Geert Wilders, très bien, ok, la migration c'est à la mode, il faut. Mais est-ce qu'il fallait pas faire autrement? Est-ce qu'il fallait pas avoir un petit peu de culture de compromis? Je crois que ça aurait fait du bien à ce pays. En fait, Geert Wilders, il y aura des élections en octobre. Geert Wilders fait partie de la démocratie avec Orban d'un côté, les Polonais de l'autre. Tous ces populistes, en fait, arrivent au pouvoir en Europe petit à petit. Ils sont en train de grignoter les États européens. Ça veut dire quelque chose. Il serait bon que les dirigeants actuels se posent la question pourquoi. Jean-Benoît Poul.
Oui, merci d'ailleurs beaucoup pour ces éclairages sur la situation aux Pays-Bas, que je ne suis pas peut-être autant en détail que vous. Je dirais qu'il y a un grand paradoxe à qualifier un mouvement comme celui de M. Wilders de populiste, ce qu'il est par ailleurs, hein, mais à le mettre, si vous voulez, dans le même panier que M. Orban, les conservateurs du parti Droit et Justice polonais. En gros, c'est le parti des méchants. C'est le parti, pour le dire très vite, que n'aiment pas certains quotidiens du soir, voilà, qui font un Le peu Monde, oui, le Monde, qui font la pluie et le beau temps. C'est un journal médiatique en éléphiste, France. vous avez vu Le Monde? Oui, C'est ce qu'a dit Monsieur Arnaud. Monsieur voilà. Arnaud, Oui, formidable. voilà, Bernard, pas Raphaël. Ouais, Bernard. Voilà. Mais non, pour Il revenir, n'a pas tort d'ailleurs. pour revenir de fait à la situation hollandaise, effectivement, alors, Monsieur Wilders, il est populiste au sens que certaines de ses propositions peuvent être analysées comme démagogiques. Il est ultra anti-immigration, ça c'est vrai. Mais pourquoi est-il contre, disons, l'islamisation, l'islamisme en Hollande, au nom de la préservation du modèle sociétal? Je dis bien sociétal et pas social, au nom, disons, des avancées de la société hollandaise, néerlandaise, qui est une des plus avancées en Europe, où, disons, En fait, l'avortement, l'euthanasie, le mariage gay, voilà. Wilders, c'est un ultra, pour certaines choses, c'est un ultra progressiste. Donc rien à voir, si vous voulez, avec, par exemple, un conservateur polonais ou un Orban, si ce n'est que effectivement il est classé à l'extrême droite. Mais là encore, la culture politique des Pays-Bas est quand même très différente. C'est une culture du compromis où il n'y a pas vraiment, enfin il y a eu un cordon sanitaire mais qui n'a pas trop tenu. Donc là encore, c'est aussi un pays déboussolé, très très atlantiste, hein, de tradition, qui avait lancé, vous savez, le Bilderberg, le Club de Rome, enfin toutes ces réunions de puissants, et qui en fait est très très déboussolé par la nouvelle attitude des États-Unis sous Trump. Ils se demandent en fait sur quel pied danser, sur quel, alors aussi toujours très très européiste, pourquoi pas, mais bon, ils savent plus trop en fait où aller. Bon, mais pour tempérer peut-être cette impression de déclin, ils affichent quand même toujours une réussite économique assez insolente. Hein. Ça sont quand même des commerçants, ils savent y faire. Hein. Et qui est ancienne. Oui, mais dans les 52 mesures de M. Orban, il y avait des mesures qui n'étaient pas dénuées d'intérêt. Wilders, pardon. Par exemple, le retrait de la nationalité pour les binationaux condamnés pour crimes violents, ou alors l'élargissement des pouvoirs des policiers lors des manifestations. C'est des mesures un petit peu de bon sens, on va dire. Mais je crois que Geert Wilders fait un pari. Ce qu'il veut, c'est devenir Premier ministre. Et donc, les élections du mois d'octobre, c'est, à mon avis, c'est le deuxième étage de la fusée. Il avait prévu, dès l'élection de ses troupes et dès la rentrée au gouvernement, que ça se passerait comme ça. Parce qu'il joue sur le fait, il veut devenir Premier ministre pour avoir les mains déliées, quoi, je veux dire, et mettre son programme en application. Et est-ce qu'à votre avis, ce sera ma dernière question sur ce point, compte tenu de son positionnement, c'est-à-dire progressiste en matière sociétale et conservateur, pour caricaturer un petit peu, sur les questions migratoires, ça lui donne plus de chances d'accéder au pouvoir parce qu'il y a une partie de l'opinion qu'il ne va pas cliver sur le sociétal. Absolument, vous avez tout à fait raison. Donc, ça, je pense qu'il a de bonnes chances. Par rapport à d'autres. Oui, il a de bonnes chances au mois d'octobre de se retrouver. Si son parti gagne les élections, il sera Premier ministre. Et c'est ce qu'il veut. Et il a de bonnes chances. Donc ça veut dire que l'Europe de l'Ouest, parce que il est quand même vraiment dans l'Europe de l'Ouest, on peut pas dire que les Pays-Bas ça représente l'Europe de l'Est, donc c'est quand même... Non, mais les termes qu'on lit dans la presse de gauche, etc., d'extrême droite, etc., tout le monde est d'extrême droite si on n'est pas de gauche. Il faut un peu se calmer là-dessus, c'est un peu irritant. Extrême droite, quand vous prenez la définition du dictionnaire, ce sont des gens qui ne reconnaissent pas la République, qui ne reconnaissent pas un pays, et qui veulent la mettre à bas, par la force, par les armes, etc. C'est pas le cas de Geert Wilders. C'est pas le cas de Geert Wilders, c'est pas le cas du Rassemblement national, c'est pas le cas de... voilà. Allez, Jean-François Coulon-Desarts, Jean-Benoît Poul, le débat du jour continue après les infos de Cécile Mérieux. Mains ouvertes, un appel de la Fondation Notre-Dame. Bonjour, je suis Jacqueline, chargée du suivi des projets à la Fondation Notre-Dame. Aujourd'hui, je veux vous parler de Karim. Karim est arrivé d'Algérie il y a plus de 10 ans. Sans titre de séjour, il a connu l'errance, la précarité, la survie. C'est dans la rue, près de la gare du Nord, qu'il rencontre celle qui deviendra sa femme. Ensemble, ils tentent de tenir debout. En 2023, un peu de répit. Un petit studio en centre d'hébergement. Puis en avril dernier, la naissance de leur fille prématurée. Un tournant pour Karim. Il veut être là, présent, digne. Il veut régulariser sa situation, travailler, offrir une vraie vie à sa famille. Et aujourd'hui, une porte s'ouvre enfin. La préfecture lui accorde un avis favorable pour un titre de séjour. Mais pour obtenir ce document essentiel, il lui faut payer un timbre fiscal de 425 €. Une somme inaccessible pour ce jeune père.
C'est maintenant que tout peut basculer. Grâce à votre don, Karim pourra avancer, travailler, se loger, sortir de la précarité. Aidons-le à franchir ce pas décisif. Faites un don sur fondationnotre-dame.fr ou par chèque à Fondation Notre-Dame, mains ouvertes, 10 rue du Cloître, 75 004 Paris. Merci pour votre générosité. À 9h30, les infos, Cécile Mérieux, bonjour. Bonjour. Suite du dossier des retraites, plus de 2 ans après la promulgation de la réforme, l'Assemblée nationale a appelé à son abrogation lors d'un premier vote à portée symbolique sur le sujet. La CGT a tenté de remobiliser la rue contre une loi qui reste très impopulaire. Le comité interministériel des villes se déroule aujourd'hui à Montpellier. Il est présidé par François Bayrou. Et il est fort attendu par les acteurs des quartiers populaires. Le comité aura pour thème l'enfant dans la ville, près de 2 ans après les émeutes qui ont en partie enflammé ces quartiers. À l'international, le Kremlin avait laissé entendre qu'il préparait une riposte. La Russie a massivement bombardé l'Ukraine avec des drones et des missiles balistiques cette nuit, faisant au moins 4 morts dans la capitale Kiev, quelques jours après l'attaque spectaculaire contre des aérodromes militaires russes. Au Liban, au moins 8 frappes israéliennes ont visé hier soir la banlieue sud de Beyrouth. Tel Aviv a déclaré avoir visé des cibles appartenant à l'unité aérienne du Hezbollah. Après un appel à évacuer la zone, le président libanais Joseph Aoun a dénoncé une violation flagrante du cessez-le-feu entré en vigueur fin novembre. Il s'agit des frappes les plus violentes depuis lors. Le Hamas s'est dit prêt hier soir à de nouvelles discussions sérieuses pour une trêve dans la bande de Gaza. Hier encore, la défense civile a fait état de 37 personnes tuées dans les frappes israéliennes. Autrefois très proches, Donald Trump et Elon Musk se déchirent à présent et sur la place publique. Elon Musk a lancé la semaine dernière un tir de barrage contre un méga projet de loi budgétaire de Donald Trump. Une grande et belle loi selon Donald Trump, une abomination pour les finances publiques selon Elon Musk. Ce dernier a quitté la semaine dernière sa mission de réduction des dépenses publiques qu'il menait à la Maison-Blanche. Merci Cécile Mérieux. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. En présence de Jean-Benoît Poul et de Jean-François Coulon-Desarts. On va parler à présent de questions de justice et de sécurité en dépit du déploiement présenté comme massif. Vous vous souvenez, 5400 policiers et gendarmes dans la capitale pour le match du Paris Saint-Germain contre l'Inter Milan. Et les célébrations qui ont suivi ont été ternies par de nombreux incidents. 642 personnes interpellées, 300 gardes à vue et à des dizaines de comparutions immédiates devant la justice en début de semaine. La première question à se poser, c'est est-ce qu'on peut faire le bilan de l'action gouvernementale en la matière? Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, et le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, seront auditionnés à l'Assemblée nationale sur ces violences. D'abord Laurent Nunez, mardi prochain, et puis Bruno Retailleau par la suite. Est-ce qu'il y a déjà une manière de regarder ce qui s'est passé avant de voir ensuite la question de la justice, de la sanction pour les auteurs de ces violences? Jean-François Coulon-Desarts, Jean-Benoît Poul. Jean-Benoît ? Oui, vous considérez en fait, c'est ça qu'il faut porter un jugement global, c'est un bilan sur les violences. Se dire la France aurait pu faire mieux parce que en plus c'était prévisible. Oui, c'est vrai. Alors, il y a eu, voilà, ne faisons pas un mauvais procès au gouvernement. Il y a eu des moyens supplémentaires qui visiblement n'ont pas suffi. Hein, qui étaient, et bon, c'est hallucinant si je puis porter un tout petit témoignage de ce qui s'est passé juste en bas de la rue, ce qu'on voyait avec ma compagne, etc. Un samedi soir assez orageux, il faut le dire, dans tous les sens du terme. Oui. Bah, en fait, moi, il y avait des mineurs qui bloquaient un carrefour, qui avaient regardé en fait le match au bar du coin et qui après ont bloqué totalement la chaussée, hein, ce qui est interdit. Et alors, c'était pas évidemment de la violence urbaine déchaînée, mais enfin, ils tiraient quand même au mortier, pas tellement en vertical, hein, plutôt au 45 degrés. Donc, vous voyez qu'un mortier est lancé à l'horizontale. Et c'était vraiment des mineurs, allez, c'était 13, 14 ans, 15 ans. Voilà, enfin, c'était visiblement, voilà, profil un peu banlieusard, etc. Très jeune. Et quand il y avait une voiture qui voulait forcer la foule, ben, il tapait sur le capot, il montait parfois dessus. Enfin, c'était, ah oui. Faut imaginer, ouais, c'était bon. On était content d'être à l'intérieur. Hein, avec, Et donc là, c'était au cœur de Paris. Oui, alors c'était plus précisément à Issy, donc c'est pas, voilà, c'est banlieue proche, hein, Petite Couronne. Petite Couronne, exactement. Donc
c'était une scène quand même un petit peu inquiétante, non pas tant parce que voilà, c'était pas de la violence urbaine déchaînée, mais on se disait c'est à petite échelle, ce qu'ils font un peu partout, etc. Et pourquoi diable? Alors désolé, hein, moi c'est une question faussement naïve, mais pourquoi quand on est heureux, on doit casser les choses, on doit jeter détourner des feux d'artifice de leur emploi et en faire ce qu'ils sont d'ailleurs en banlieue, c'est-à-dire des armes, hein. Des armes quand on a une mortier d'artifice, ça fait très mal, hein. On peut perdre une main, un œil, etc. Quand on ce qui est arrivé à un policier à Nantes, voilà. je crois, Et oui. pourquoi alors il y a du pillage, il y a des crimes d'opportunité, mais c'est encore à la rigueur le pillage. Je pourrais à la limite le comprendre sans l'excuser, hein, c'est inexcusable. Mais casser, détruire pour signaler qu'on est... La violence gratuite. La violence gratuite. C'est de l'ordre du pulsionnel. Hein. Là, on est vraiment... Je ne suis pas un grand psychanalyste, mais je pense que c'est vraiment là de l'ordre d'une pulsion de mineurs, souvent, qui n'ont pas été éduqués à réfréner, mais des choses... voilà, là encore, de l'ordre du pulsionnel. Et l'État, que peut-il face à cette situation, face à ces comportements, selon vous, Jean-Benoît? Peut-être éduquer les parents, déjà. Ce n'est pas à l'État d'éduquer les parents. Non, mais je veux dire par là, c'est que, souvenez-vous, quand le président Sarkozy on avait un problème d'absentéisme à l'école, dans certains quartiers, donc on a supprimé les allocations familiales si les enfants n'allaient pas à l'école. Ah bah c'est marrant, 80% des gosses sont retournés à l'école, parce que les pères leur ont botté les fesses, et ils sont retournés à l'école. Bon, monsieur Hollande a supprimé ça, donc on est reparti dans un absentéisme absolument délirant. Non, mais sur ces histoires dont vous parlez, il y a une chose à faire. Une chose à dire, c'est que le Nunez, le préfet de police de Paris, est un type remarquable, c'est un vrai serviteur de l'État. Je pense que si ils avaient pu imaginer ces débordements, etc., ils auraient mis plus de monde. Mais comment ne l'ont-ils pas imaginé? C'est ça la question. Déjà 5500 policiers sur le terrain, c'est beaucoup, hein, ça fait beaucoup de monde quand même. Et la banlieue, en tout cas certains de banlieue, parce que ce sont pas des jeunes, c'est des voyous. Je veux dire, il faut arrêter. Pas ce que dit Jean-Benoît. Non, c'est des voyous. Ils ont commencé à attaquer la police porte-maillot à Paris, c'est-à-dire à l'ouest de Paris, pendant le match. C'était pas à la fin, c'était pendant le match. Donc ils venaient pour ça. Il faut faire la distinction entre les supporters qui étaient contents, qui étaient réjouis. Il n'y a pas eu de soucis, à part des soucis peut-être d'alcoolisation et de gueule de bois le lendemain. Mais à chaque fois maintenant, le football déclenche ça. Parce que vous remarquerez que lors de la Coupe du Monde de rugby, etc., on n'a pas eu ce problème-là. C'est le football qui déclenche ça alors, et il y a tout un code de ces gens de banlieue qui sont pas tous de la banlieue, attention, il faut être prudent, ces voyous qui viennent. Il y a le téléphone portable compte beaucoup. Souvenez-vous les émeutes en 2005, lorsque Villepin était Premier ministre, ça a duré combien? 12 jours, 13 jours. Ça faisait la une des journaux, et entre bandes rivales, ils voulaient passer aux 20h de TF1, ils se filmaient. C'était à celui qu'on faisait le plus. Il y a aussi cette dimension-là à prendre Surenchère médiatique. Surenchère médiatique. Ils existent comme ça. Bon, ce sont des gens qu'il faut récupérer, mais je pense qu'effectivement, c'est des gens qui ne sont pas élevés, quoi. C'est tout. Vidéo pour des plateformes, tout ça. Mais absolument. C'est des gens qui ne sont pas élevés. Et comment peut-on casser? Ils cassaient les écoles, ils brûlaient des bibliothèques. On a brûlé des bibliothèques en France en 2005. Non, mais je veux dire, c'est l'hérésie totale. Or, pourtant, on a balancé. Mais les politiques sont très coupables, de droite comme de gauche. On a balancé des dizaines, des centaines de milliards dans les banlieues pour acheter la paix sociale. Il fallait pas de. Alors maintenant, on en est l'entrisme. C'est notre problème. C'est différent. Voilà où on en est aujourd'hui, quoi. L'entrisme, vous voulez dire les frères musulmans, par exemple? Les frères musulmans. Une forme de délégation. Certains politiques maintenant font des accords en sous-main avec les frères musulmans, bien sûr, pour devenir maire et ainsi de suite. C'est terrible. Le rapport de Retailleau, je sais pas si vous l'avez lu, le rapport qu'a rendu public le ministre de l'Intérieur, c'est édifiant. Je suis pas tout à fait d'accord avec les conclusions. Qu'est-ce je pense qu'il faut les conclusions. Il faut apprendre l'arabe à l'école. J'ai pas bien compris ça. Il faut mettre l'arabe en deuxième langue à l'école. C'est n'importe quoi. Pardon? Non, je dis, en guise de boutade, il est déjà parlé. Oui, en plus, oui. Non, on a un vrai souci. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas le droit, si vous voulez, qui est adapté à cette nouvelle situation. Il faut changer notre droit. On n'a pas les outils qu'il faut. C'est la Donc question. Il faut changer. C'est la question, Jean-François Coulon-Desarts et Jean-Benoît Poul. Il y a la volonté du gouvernement d'instaurer des peines minimales en réaction à ces violences commises donc en marge de la victoire du PSG en Ligue des Champions. Le procureur général, près la Cour de cassation, Rémi Heitz, a demandé à ce qu'on laisse les juges faire leur travail dans la sérénité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Non, mais dans la sérénité, les juges. D'abord, il y a deux choses. Après moi, disait Mitterrand, vous aurez une république de juges. Vous aurez il y a l'autorité judiciaire, oui. Le pouvoir judiciaire, non.
Bon, et la justice française, vous avez quand même 25% de magistrats qui appartiennent au syndicat de la magistrature, qui est un pur scandale. Donc ce syndicat de la magistrature, déjà, il faudrait l'interdire. Il y a l'armée, il n'y a pas de syndicat dans l'armée. Vous rendez la justice au nom du peuple français, vous n'êtes pas syndiqué. Donc il faudrait premièrement l'interdire. Deuxièmement, il faudrait remettre la victime au cœur des préoccupations des magistrats. Parce qu'on a eu une dérive, notamment avec Madame Taubira, absolument surréaliste. La victime, c'était celui qui tapait, c'est celui qui volait, c'est celui qui tuait. C'est un peu le contraire quand même. C'est vrai ça, quand même. Ah bah, bien sûr, attendez. Alors plus d'instructions au parquet. On peut plus donner d'instructions au parquet depuis Madame Taubira. Bah oui, bah moi j'aimerais que l'État donne. La justice est rendue au nom du peuple français, qu'on puisse encore donner des instructions au parquet. Je veux dire. Et puis les juges d'application des peines. Vous êtes condamné à 1 an de prison, 2 ans de prison. Vous savez que si vous irez pas en prison. Alors, on peut. Les magistrats, attention, la majorité des magistrats, et là, ce qui a été dit, on a parfaitement raison, appliquent le droit. Donc, si le droit ne convient pas, il faut changer le droit. Il faut changer le droit. Le droit, c'est le législateur. Bah oui, absolument. Il faut changer le droit. Et c'est là où le garde des Sceaux a tout à fait raison. Il faut changer le droit. Le sursis, non, mais je veux dire, il y a des gamins qui sont condamnés, qui ont 20 ans, 22 ans, ont déjà 9 condamnations. Ils n'ont jamais fait un jour de prison. Vous êtes boulanger. Le 1er mai, vous voulez ouvrir votre boutique. Eh ben, vous prenez 7 500 € d'amende et vous risquez même de la prison avec sursis. Vous tapez sur un flic et vous prenez 500 € d'amende et 1 mois avec sursis de prison. Non mais on va où là? On plaisante. Ben, il faut changer tout ça. Je partage en partie. Jean-Benoît Poul. Je partage, oui, même en très grande part cette indignation. Il y a une forme d'inadaptation du cadre général, hein, qui est donc l'ordonnance sur les mineurs de 45, qui pose un principe qui est bon en principe, comme tous les principes, qui est qu'il ne faut pas juger un mineur exactement comme un majeur, mais qui maintenant, on le voit, perd un peu tout son sens, perd le fait, il y a des peines ridicules pour des voyous, comme vous dites, hein, qui ont 16-18 ans, et qui enchaînent déjà, qui sont déjà totalement... ils sont très bien insérés, mais le problème, c'est qu'ils sont plutôt insérés dans l'économie parallèle de la banlieue, le trafic de drogue, etc., ces choses, voilà. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas, pour des comportements, comme dirait, alors, de sauvageons, de barbares, mettez le sigle que vous voulez, il n'y a pas de sanctions réelles. Donc, jusqu'à ce qu'il y ait un choc carcéral, hein, comme dirait, je crois, de Darmanin, c'est la théorie de notre ministre, M. Darmanin, effectivement, il y a cette tant que la sanction n'arrive pas, ou qu'elle est symbolique ou totalement décorrélée en fait du contexte, comme on est de l'ordre du pulsionnel, il n'y a aucune raison qui s'arrête. Mais le choc carcéral dont vous parlez, Jean-Benoît Poul, le choc carcéral, est-ce qu'il est utile vraiment d'envoyer en prison, dans la mesure où la prison est aussi une sorte de mécanisme d'anoblissement et souvent d'encouragement à continuer dans le milieu? C'est vrai. C'est un peu les classes prépa du crime, la prison. Voilà, bon, c'est bien, parce que les prépas sont tellement décriés qu'au moins, là, ça serait... c'est la CPGE. C'est un autre sujet. Mais non, là, la prison garde quand même son utilité, parce qu'il y a quand même, voilà, ne noircissons pas l'envie, le tableau, il y a des délinquants pour qui le choc carcéral peut être une réalité. C'est-à-dire, la prison, ils disent, merde, j'ai merdé, on s'arrête, et donc après, on se réinsère. Enfin, on essaye. Il y en a d'autres, effectivement, d'autres plus endurcis, pour lesquels, effectivement, la prison sert d'incubateur à des trafics, à aussi une radicalisation d'ordre salafiste ou autre. Et en fait, ça empire. Mais ça, je crois que effectivement, M. Darmanin a été conscient avec cette proposition de quartier haute sécurité et de choses. Et d'ailleurs, la preuve que c'est une bonne mesure, c'est que cette loi, ces quartiers haute sécurité, et ce bouleversement du système pénal, c'est que ça n'a pas plu du tout aux trafiquants. C'est qu'on a eu cette fois une attaque en règle du milieu du crime organisé, du trafic de drogue, etc., contre la plupart des prisons de France. Donc, c'est la preuve qu'il faut continuer dans cette direction. L'embastillage, ça fonctionne, mais il faut que ce soit réel. Oui, c'est cela. Je vais peut-être laisser... Non, je vous écoute avec attention, mais je crois qu'on est coupable, quoi. La classe politique et nos élus sont très coupables, parce que le budget de la justice est l'un des moins élevés d'Europe. Pour sortir de terre une prison, alors tout le monde veut les prisons, etc. Mais dès qu'un maire, vous allez voir un maire pour dire on va mettre une prison là, non, les gens n'en veulent pas. Il faut aussi savoir s'il faut se donner les moyens de ses ambitions. Et alors, la législation est telle que pour sortir de terre une prison, il faut 10 ans. Il n'y a qu'en France qu'on construit une prison en 10 ans. C'est le syndrome NIMBY aussi. Voilà. Not in my backyard. Donc voilà, c'est très bien, la prison, c'est très bien, mais dans la ville d'à côté, s'il vous plaît. Voilà. Hein,
Donc il y a tout ça. Donc les pistes sont bien. Effectivement, on peut envoyer des prisonniers en Europe. Il y a tout un tas de places libres. On peut les envoyer. Vous êtes là-bas. pour la mutualisation Bien sûr. du système carcéral. Bien sûr. Ça se fait, Mais, ça ou... ça se fait dans certains pays, mais on peut l'imaginer. C'est une idée du garde des Sceaux, de Darmanin. Oui, pourquoi pas. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Oui, absolument. On pourrait imaginer aussi que les gens qui ont une double nationalité, d'abord, on pourrait aussi imaginer, mais ça, il faudrait faire ça au niveau international, que les gens qui n'ont pas la nationalité du pays dans lequel ils sont condamnés aillent purger la peine chez eux. Aussi, là, vous libérez 25% de places en France. Hein. C'est vite. Et ça, c'est contraire au droit aujourd'hui. Il n'y a pas d'accord international. Il faut des accords internationaux de réciprocité. C'est pas très applicable en fait. Par certains côtés, ça serait souhaitable, mais c'est bon. Pourquoi pas applicable, comme vous dites très bien, parce qu'il n'y a pas d'accord avec ces pays. Ah non, il faut faire des accords. Aucun intérêt. Oui, mais on se heurte à des pays qui en fait n'ont aucun intérêt eux-mêmes à voir arriver chez eux une population délinquante. L'Algérie. Le problème. Pour ne pas la citer. Oui. Pour ne pas la citer. Non, mais les EQTF, théoriquement, il y a des accords internationaux. Donc ça, c'est un autre dossier. Ça, il ne faut pas tout mettre dans la. Tout à fait. C'est autre chose. Mais faire purger une peine de prison. Donc, par exemple, si on revient aux violences de la soirée... Vous êtes italien, vous êtes condamné en France, vous allez purger votre peine en Italie. Voilà. Vous êtes marocain, vous allez au Maroc. C'est assez simple comme principe. Surtout quand vous n'avez pas de titre et même des titres qui arrivent à échéance, etc. À l'issue de la peine qui pourrait aller à la rigueur être effectuée en France, si n'est pas trop longue, il y a une expulsion. C'est ce qu'on appelle, on dira, c'est la double peine, etc. Non, c'était pas la double peine, c'est l'application du droit, tout simplement. Un prisonnier en France, ça coûte, je crois, 250 € par jour d'entretien. Ça fera du bien aux finances de la justice. Oui, mais ça veut dire donc que c'est le pays d'accueil, enfin le pays d'origine, qui va reprendre son ressortissant. C'est quand même la moindre des choses. Et là, ça suppose évidemment un accord sur les peines minimales. Jean-François Coulon-Desarts, qu'est-ce qu'on fait avec les mineurs? Parce que ça pose quand même, Jean-Benoît Poul l'a dit, l'ordonnance de 45 sert de texte de référence. Et aujourd'hui, ça ne semble plus adapté. Vous, qu'est-ce que vous dites alors? Deux choses comme vous. Deux choses. Il faut, l'adapter. Deuxièmement... Mais adapter, qu'est-ce que ça veut dire? L'adapter, c'est-à-dire il va falloir que ces jeunes gens, ces jeunes délinquants tâtent à la prison. Parce qu'il paraît, je ne suis pas un spécialiste de ça, mais toutes les études montrent que c'est quand même assez dissuasif. Quand on a 16 ans, 15 ans, qu'on se retrouve un mois en prison ou 2 mois en prison, c'est assez dissuasif. Après, ça fait l'électrochoc nécessaire pour revenir dans le droit chemin. Donc, il faut mettre les gens en prison. Ça permet d'éviter le phénomène de récidive. Vous pensez que c'est en tout cas ce que prétendent les spécialistes. Donc là, je ne pourrais pas vous en dire plus. Non, mais ça serait intéressant justement de se pencher sur ces études. Bien sûr. Qu'elles nous montrent. Est-ce que ça vaudrait... La sanction, elle vaut si c'est tout de suite. Je veux dire, ça on l'a bien compris. Quand un type fait tout un tas un gamin de 19 ans fait tout un tas de choses qui sont vraiment pas bien et qui se retrouve dans un tribunal 2 ans après, vous pensez bien que surtout à cet âge-là, l'eau a coulé sur les ponts, quoi. Tout à fait. Ça remet en cause en fait le sursis. Est-ce qu'il faut réviser cette notion de sursis après tout? Le sursis, je pense, conserve sa logique, mais il faudrait le lever en cas de le fait que le sursis plus ce qu'on appelle, vous savez, l'excuse de minorité. Donc selon moi, il y en a au moins un des deux qui doit sauter en cas de récidive. C'est-à-dire que là, il n'est pas question évidemment d'incarcérer des mineurs de moins de 13 ans ou ça c'est aux spécialistes de l'enfance de nous le dire. Mais après, entre 16 et 18 ans, on est déjà confronté à des multirécidivistes violents, parfois dangereux, et de fait, moi, ça ne me choque pas qu'à 16 ans, on puisse être jugé avec toute la rigueur de quelqu'un de 18 et donc échapper au sursis systématique et faire quelques mois de prison qui, en fait, pourrait... la prison, c'est pas très agréable, de fait, et donc pourrait mener à une prise de conscience et possiblement à un sauvetage tant qu'il est encore temps, quoi. Il faut pas, vous avez raison, Jean-Benoît, il ne faut pas que la prison soit agréable. Moi, j'ai été stupéfait de lire dans les gazettes que... En France, elles ne le sont pas trop. Que les prisonniers avaient droit du théâtre, avaient droit à des massages aussi, ça a fait toute une polémique. Oui. Des massages, des soins de la peau, non mais on va où là? Non, mais c'est quand même très dégradé. L'environnement est quand même assez dégradé. Dégradé parce qu'on est à 130%, 130%, voilà, parce qu'on est surchargé. Effectivement, oui, ça c'est sûr.
Mais la prison, ça ne doit pas être agréable. C'est une ligne à tenir. Moi, je pense qu'il faut quand même un peu d'insertion en prison parce que c'est préparer tout simplement, c'est ménager l'avenir. Donc voilà, qu'ils puissent faire, je sais pas, des petits boulots, travailler, faire des petits boulots, voir des gens, voir des associatifs, pourquoi pas. Après, il faut peut-être contrôler ces associations. Moi, j'étais, si vous me passez l'expression, un peu halluciné par une association historique d'aide de visite aux prisonniers qui s'appelait le Génépi, qui était très bien. Moi, je jugeais des gens qui passent de leur temps pour aller discuter avec des détenus. Enfin, c'est admirable. Et ben, ils se sont dissous par anticarcéralisme, c'est-à-dire ils se sont dit anti-prison, si vous voulez, anticarcéralisme. Ils se sont dit on déteste tellement la prison, voilà, donc c'était à bas l'État, à bas, on refuse par notre seule existence de cautionner le système. Donc ils étaient tellement tombés dans une radicalité d'ultra gauche. Enfin voilà. Donc ils se sont retirés de la prison. Oui, ils ont même acté leur dissolution. Donc il y a plus, c'était une association qui drainait un peu au niveau national tout cela. Et en fait, ils n'ont arrangé personne, ni les détenus eux-mêmes qu'ils prétendent aider, ça c'est vraiment un contre-emploi, mais c'est un effet en fait de l'idéalisme d'une part de personnes qui pensent, c'est presque du rousseauisme extrême. C'est cette idée que l'homme est bon et que c'est la méchante société qui le rend mauvais et que donc il faut détruire les structures sociales et l'homme sera cette fois remis dans son état naturel. Non, ça ne marche pas comme ça. Si on détruit les structures sociales, l'homme est remis à son état pulsionnel. Et c'est ce qu'on a vu avec l'histoire du PSG. Rousseau, c'est bien, quand on a 14 ans, on lit Rousseau, on est emballé. Et puis quand on vieillit, on finit le tien, quoi. L'homme est un loup pour l'homme. Oui, on passe en tout cas de Jean-Jacques à Sandrine. Exactement. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur Rousseau et la manière dont il a essayé de supprimer le péché originel. Finalement. Oui, et puis la façon dont il a élevé ses enfants aussi. Il les a tous mis, il les a tous abandonnés. Donc, Vous voyez, on passe du PSG à Rousseau, c'est quand même fantastique. Pas mal. Non, j'ai une dernière question, qu'est-ce qu'on peut dire sur la précocité de la violence? Parce que vous avez commencé, Jean-Benoît, par la surprise que vous avez manifestée en voyant des jeunes de 12-13 ans. Donc ma question est toute simple. Est-ce qu'on est plus violent aujourd'hui qu'avant? Il y a une forme d'âge adulte qui arrive plus tôt, mais on pourrait dire dans des périodes antérieures que les gens qui n'avaient pas d'adolescence et qu'on entrait très très vite aussi dans l'âge adulte à certaines périodes. Quelle devient la part de l'adolescence en fait maintenant? Parce que exercer une forme de violence telle qu'on peut la constater, c'est une manière d'entrer brutalement dans l'âge adulte aussi. C'est pas. Oui, c'est aussi des gamins qui, comme on dit, sont livrés à eux-mêmes. Et je crois que c'est vraiment. Il y avait une très bonne enquête dans le journal La Croix à la suite des émeutes cette fois de 2023, qui était le prolongement qui était une répétition de 2005. Naël, ça. Oui, la mort de Naël, voilà. Et ça, c'était terrible. Enfin, c'était. Le policier va être jugé aux assises d'ailleurs. C'est hallucinant. Ça, c'est absolument hallucinant. La jeunesse, là encore, des émeutiers, parce que c'en était, avait frappé. Et la Croix avait fait une petite enquête sociale qui démontrait d'une part le jeune âge et d'autre part quel était le point commun, outre le fait que c'était souvent effectivement banlieusards, d'origine immigrée, etc. Les jeux vidéo. Alors non, c'était le famille monoparentale et mère qui travaille la nuit. Donc en fait, soit le père, il est parti pour lui dire, et la mère a des horaires de nuit, je sais rien, elle fait le ménage, enfin, faut pas tomber non plus dans le misérabilisme, mais il y a un côté, c'est des gamins, il y a personne à la maison. Des orphelins d'une certaine façon. Voilà, le grand frère, il est peut-être en prison pour trafic de drogue. Il n'y a pas l'éducateur spécialisé, il est pas là, ou il passe pas, ou il leur instille peut-être des idées qui vont pas forcément dans le sens de les calmer. Vous voyez, et là, donc, c'est vraiment une jeunesse qui saccage, qui brûle, et parfois même qui tue, par désœuvrement, par entraînement à ces. Il y a ça, puis je pense que le Internet a beaucoup joué là-dessus. Oui, les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux, ces jeux vidéo qui sont d'une violence absolument incroyable. Puis dans ces jeux, on tue tout le monde et on meurt pas. Et puis quand on les meurt, on a une nouvelle vie. Donc tout ça infuse dans leur cerveau. Vous voyez ce que je veux dire? Une espèce de violence de l'image. Je crois que ça a beaucoup aussi influé pour rejoindre ce que dit Jean-Benoît. Allez, on va conclure ce débat. On est guess maintenant. Mais non, mais écoutez, près de 4 Français sur 5 réalistes. Vous parliez tout à l'heure d'histoire un petit peu, Jean-Benoît. Eh bien, 4 Français sur 5 se disent encore intéressés par la Seconde Guerre mondiale, dont la transmission de la mémoire doit se poursuivre malgré la disparition de ses témoins, selon un sondage qui a été publié à l'occasion du 80e anniversaire de la capitulation allemande. 6 juin, c'est bien sûr le débarquement de Normandie.
Alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui des éléments à partager sur cette question de la mémoire? Est-ce que cet événement qui s'éloigne de plus en plus demeure finalement, comme on n'a pas eu de guerre après, de guerre, j'entends de guerre mondiale, et on peut s'en féliciter. Est-ce que aujourd'hui, cet événement qui sert de référence et de mémoire, qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes générations, et en particulier à celles qui se disent intéressées par la Seconde Guerre mondiale, Jean-Benoît? Je trouve qu'il y a toujours un très fort intérêt de la société française pour les événements de la Seconde Guerre mondiale, et qui est bien, et qu'il faut le cultiver. Je veux dire, pour une fois que les Français s'intéressent à l'histoire, cultivons cette mémoire, en évitant peut-être les simplismes. Il y a peut-être aussi quelque chose, c'est que, bon, là, évidemment, les camps des bons et des méchants est plutôt bien identifié, et nul ne le remet en cause ici. Mais il faut toujours rappeler que l'histoire, c'est aussi, et la mémoire même, c'est aussi l'étude des complexités. C'est l'étude des engrenages. Comment en est-on arrivé là? Qu'est-ce que ça veut dire d'entrer en guerre, de sortir de guerre aussi, de débarquer, de se battre pour un pays, je parle là pour les soldats américains, qui n'est pas le sien, au nom de quelles valeurs, etc. Cela mérite explication. Et c'est peut-être moins simpliste que ce que le récit médiatique en fait. Alors, je suis d'accord, il faut parfois simplifier à destination des jeunes publics, leur apprendre que... moi, je crois vraiment qu'il faut continuer à cultiver cette mémoire fondamentale de la Seconde Guerre mondiale. Et en même temps, elle est toujours, là c'est un peu plus l'historien qui parle, elle est toujours en réélaboration, c'est-à-dire que on voit bien qu'il y a eu différentes époques du souvenir de la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 60, pour le dire très 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 vite, on était plutôt dans la glorification de la France combattante. Le résistentialisme, on avait le général de Gaulle au pouvoir. Et il y a une sorte de tournant victimaire, ce serait beaucoup dire, mais de tournant en tout cas mémoriel, qui est très bien analysé maintenant par les historiens des années 80, 70-80, qui a beaucoup davantage mis l'accent sur la déportation, la Shoah, et a raison d'ailleurs, parce que c'était un crime inouï, mais qui a peut-être déplacé l'accent, ce qui est très, au fond, ce qui fait appel à des phénomènes contemporains, sur les victimes plutôt que les héros, et le côté qui a un peu interrogé la culpabilité collective des Français. Alors, par certains côtés, c'est vrai, mais par d'autres côtés, on peut aussi faire des usages très politiques de cette culpabilité collective. Ce côté en disant, voilà, plus jamais ça, plus jamais ça. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire aussi, plus jamais ça, quand l'Allemagne aujourd'hui est un de nos meilleurs alliés et que plus personne, évidemment, ne se réclame des formes historiques du nazisme et du fascisme. Voilà, sur quelques éléments que... Jean-François Coulon-Desarts. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. L'enseignement de la complexité. Là, d'abord, l'histoire est toujours écrite par le vainqueur. Il ne faut jamais oublier ça. Et puis la Seconde Guerre mondiale, finalement, est gagnée à Pearl Harbor. Une fois qu'il y a Pearl Harbor, on sait qu'on va gagner, puisque les Américains entrent en guerre. Or, ils ne voulaient pas entrer en guerre. Monsieur Hitler, finalement, convenait très bien... au président américain, il n'y aurait pas eu Pearl Harbor, l'histoire aurait été entièrement différente. Alors maintenant, oui, je pense que si on veut marcher vers le futur, il faut toujours retourner à son passé. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Machiavel. Donc il est important, un peuple sans histoire est un peuple sans culture. Je veux dire, si on tire pas les ferments qui sont passés du passé, je veux dire, on peut pas avancer, c'est pas vrai. Et on peut se réjouir en tout cas que les Français. On peut se réjouir, mais ce que vous avez dit, Jean-Benoît, c'est vrai que cette guerre, elle est tronçonnée dans la mémoire. Il y a un moment, c'est la France résistance, d'autres moments, c'est les Américains, un troisième moment, c'est les victimes, etc., etc. Oui, il faut continuer à en parler, bien sûr. L'histoire est très importante. Je vous rappelle que on avait supprimé. C'était, je crois, sous quel régime? On avait supprimé les guerres de l'Empire et la Révolution française dans les bouquins de 3e. Les gamins planchaient sur l'Empire du Monette à pas. 18 pages dans les livres d'histoire. Une page sur la Révolution et l'Empire. C'était formidable. Heureusement, on a inversé ça. Merci Jean-François Coulon-Desarts et merci Jean-Benoît Poul d'avoir participé à ce débat du jour. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine édition.